L'annonce du dilemme Macron-Le Pen au second tour des élections présidentielles de 2022 en a affecté plus d'un. Un facho néolibéral et une facho. La peste ou le choléra, qu'est-ce que vous choisissez? Ainsi donc, une grande partie des votants s'estiment lésés, jugeant qu'ils ont à choisir entre la peste et le choléra. Certains candidats et citoyens en arrivent même à penser voter pour un candidat qu'ils ne soutiennent pas au départ, juste par dépit, ou pour faire barrage contre le pire des deux candidats encore présents. Dans ce contexte, un vieil ami est revenu. Et dès les résultats du premier tour annoncés, son nom s'est fait entendre, le fameux vote blanc. Pour certains, le vote blanc apparaît comme une évidence tant il constitue un moyen de protester contre le dilemme corsé qui nous est donné. Pour d'autres, il représente un moyen de libérer la parole politico-médiatique autour de son utilité en vue de le légitimer. Le légitimer afin que la voix mécontente des citoyens puisse être considérée dans pareille situation. Mais moi, une question m'intéresse. Que dit le vote blanc sur l'état de notre pensée ? Soyons même un peu plus audacieux. Le vote blanc n'est-il pas la manifestation du refus d'une partie de la population à accepter le jeu démocratique tel qu'il est ? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Déconstruction, le format qui part de l'actualité pour vous inviter à la réflexion. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo n'a ni vocation à vous inciter à voter de telle ou telle façon, ni à attaquer ou à critiquer les personnes qui font le choix du vote blanc, d'un candidat ou d'un autre, ou encore de l'abstention. Bien au contraire, j'ai ici plus vocation à guider vos réflexions sur le sujet du vote blanc, de ce qu'il représente et de son utilité dans le jeu démocratique français. Bref, cela fait plus de 50 ans que la proportion de vote blanc ou de vote nul augmente aux différentes élections présidentielles. Le truc, c'est qu'il n'est pas reconnu, c'est-à-dire qu'il n'est pas comptabilisé dans le résultat final des élections. Dit autrement, sa présence n'impacte en rien les résultats, qu'il soit plus ou moins élevé que le taux de vote à l'égard de tel ou tel candidat. Or, d'après l'article 7 de la Constitution de la Ve République, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le 14e jour suivant, à un second tour. Cela étant dit, la comptabilisation du vote blanc pourrait impacter profondément les résultats des élections présidentielles. Et cet extrait tiré d'une vidéo du Monde l'explique très bien. Jacques Chirac est devenu président grâce à un score de 52,6% face à Lionel Jospin. Or, si le vote blanc avait été comptabilisé parmi les suffrages exprimés, il n'aurait pas eu la majorité absolue. Même chose pour François Hollande en 2012, qui perd 3 points avec la prise en compte du vote blanc, passant de 51,6 à 48,6% des voix. Oui, la comptabilisation du vote blanc comme un vote à part entière pourrait remettre en cause de nombreuses élections. Elle pourrait aussi satisfaire une grande partie de la population qui estime que le système politique actuel fait défaut. Tout cela, je l'entends, et de toute façon, nous allons revenir dessus. Mais derrière cette volonté de reconnaissance du vote blanc se cachent, à mon sens, des problèmes importants. Des problèmes démocratiques par exemple. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Dans cette affaire, il y a, à mon sens, deux problèmes importants. Le premier ne constitue pas le cœur de ma vidéo, mais puisqu'il soulève quand même quelques incohérences, j'aimerais l'aborder succinctement. Ce problème, c'est le fait que des Français votent pour un candidat au premier tour, Mélenchon, Zemmour ou encore Philippe Poutou par exemple, et puisque le candidat pour lequel ils ont voté n'est pas présent au deuxième tour, ils font le choix de voter blanc. Et ce, dans le cas où aucun des candidats encore en lice ne leur correspond. Ce que je trouve problématique ici, c'est l'incohérence qui naît du fait d'avoir voté pour un candidat au premier tour et de se rabattre sur le vote blanc au second tour sous prétexte que le résultat ne nous convient pas. Attention, voter blanc dans le cas où l'on ne sait vraiment pas pour qui voter, c'est différent. Mais je vous parle ici de ceux qui font le choix de voter blanc au second tour pour protester contre les résultats du premier tour. L'incohérence dont je vous parle ici, elle est évidente. Si le candidat pour qui ces personnes ont voté au premier tour était passé au deuxième tour, il n'aurait jamais voté blanc. Du coup, ce que ça cache selon moi, c'est une incapacité à accepter que notre candidat de cœur n'est pas passé. En l'occurrence, cela concerne en grande partie les électeurs de Mélenchon, de Poutou ou de Jadot. Bref, des candidats de gauche, puisque les électeurs de droite ou du centre peuvent encore se rabattre sur Macron ou Le Pen, les deux candidats encore en lice. Du coup, ce comportement traduit, à mon sens, une incapacité à accepter les conséquences qu'implique inévitablement le jeu démocratique. Ces conséquences qu'implique le jeu démocratique, c'est que notre candidat de cœur ne sera pas forcément élu. Plus largement, tout le monde ne peut pas être satisfait dans le système qui est le nôtre. C'est un fait. On ne peut pas accepter le jeu démocratique tant qu'il sert notre intérêt et vouloir le remodeler une fois qu'il ne nous convient plus. Continuez, Jackson.
Vous m'intéressez. Là est l'incohérence. Il y a ici quelque chose qui ne va pas. Une attitude déloyale à l'égard des électeurs qui appartiennent à un autre bord que le nôtre, une attitude déloyale à l'égard des candidats qui ne nous correspondent pas. Le pire dans cette histoire, c'est que ceux qui appellent à voter blanc le font au nom de la démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi et surtout le compromis. Et autant pour les politiques, qui, dans pareille situation, doivent idéalement faire un effort pour satisfaire le plus d'électeurs possible, peu importe le bord de ces électeurs, que pour les citoyens eux-mêmes, qui doivent, selon moi, accepter le fait que leur candidat de cœur ne sera pas forcément au pouvoir, et que les candidats sont élus ou non en fonction du nombre de voix qui leur sont attribuées par les autres citoyens, justement. Mais je reviendrai un peu plus tard sur cette notion de compromis, qui a, je pense, une grande importance dans tout système démocratique. Désormais, j'aimerais que nous nous attaquions au problème fondamental du vote blanc. Rentrons donc dans le cœur de la vidéo. Faisons un petit retour en arrière. Originellement, la démocratie, c'est quoi? D'après mon dictionnaire de la philosophie, le terme démocratie vient du grec démos, qui signifie le peuple, et du grec kratein, le fait de gouverner. Ainsi donc, la démocratie peut se traduire par un type d'organisation politique dans laquelle c'est le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens sans distinction de naissance, de richesse ou de compétences, qui détient ou qui contrôle le pouvoir politique. On distingue principalement deux formes de démocratie. La démocratie directe, telle que celle d'Athènes à l'époque où vécurent Socrate et Platon, et la démocratie représentative, dans laquelle le peuple gouverne par l'intermédiaire de représentants, élus ou désignés. Bon, aucune surprise si je vous dis qu'en France nous connaissons, jusqu'à preuve du contraire, une démocratie représentative. Cela signifie donc que dans le système politique actuel, le président est élu selon les suffrages exprimés par la population lors des élections présidentielles. Continuez, Jackson. En théorie, les votants ont donc par conséquent deux possibilités principales lors de chaque élection. Voter pour un candidat, dans l'idée normalement que ce candidat soit élu, ou le fait de s'abstenir, qui constitue plutôt un désintérêt vis-à-vis de l'élection elle-même, voire un refus d'y participer pour telle ou telle raison. Or, il est aussi possible de voter blanc ou nul. A priori, rien ne nous y empêche, puisqu'il suffit de ne rien mettre dans l'enveloppe. Ou alors de gribouiller sur la feuille le nom de n'importe quel rappeur. Jean-Luc Mélenchon, ouais, nous on est insoumis comme Jean-Luc Mélenchon. Mais dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que voter blanc veut dire concrètement? Dans le cas du deuxième tour, le vote blanc représente-t-il le refus du dilemme qui nous est donné? Est-ce plus profond que ça et constitue-t-il un refus du système politique lui-même? Ou un désaccord avec le système de vote présentement en place? Bien sûr, pas de mauvaise foi ici. J'ai bien compris que dans la plupart des cas, le vote blanc est utilisé pour manifester contre le système de vote ou contre le fait que ce sont souvent les mêmes candidats qui terminent sur le podium. Mais si on y réfléchit bien, que veut dire le vote blanc? Et dans ce sens, quel serait l'intérêt de vouloir qu'il soit comptabilisé si le message qu'il est censé faire passer est aussi flou et ambigu? Certes, on pourrait me rétorquer que c'est sensiblement la même chose avec un vote qu'on attribue à un candidat. Ce n'est pas parce que je vote Macron ou Marine Le Pen que je suis pour Macron ou Marine Le Pen. Mieux que ça, ce n'est pas parce que je vote Macron ou Le Pen que je n'ai rien à redire sur leur politique ou sur le système politique lui-même. Mais au moins, un vote attribué à un candidat en lice a le mérite de prendre une position claire. Alors, bien sûr que le vote blanc a quand même un message à faire passer. Je pense même que sa considération médiatique, mais surtout politique, serait intéressante. Mais si c'était le cas, il se passerait quoi? Dans le cas où le pourcentage de vote blanc serait majoritaire face au pourcentage de vote pour des candidats, que se passerait-il? Faudrait-il tout annuler? Virer tous les candidats et repartir avec de nouveaux candidats? Ou virer seulement les candidats dont on ne veut pas? Cela ne ferait pas du vote blanc, finalement, un outil antidémocratique? Et du coup, on fait quoi à la place? Qui va s'accorder pour juger d'un nouveau système à mettre en place? La totalité des citoyens est-elle à même de juger un système plus efficace? Qui aura la légitimité de décider d'un nouveau système à mettre en place? N'est-ce pas la fonction même des candidats qui se présentent? Voilà donc les questions auxquelles j'aimerais que nous réfléchissions. Que veut dire concrètement le vote blanc? Qu'implique concrètement le fait de comptabiliser le vote blanc? Mais surtout, n'est-ce pas le travail de chaque citoyen lui-même de se battre pour faire valoir ses idées dans le cas où celles des candidats actuels ne lui conviennent pas? C'est d'ailleurs là que l'importance du compromis dans tout système démocratique prend son sens. Le système démocratique lui-même veut que le programme et les actions des candidats en place ne conviennent pas à tout le monde. La démocratie fonctionne justement en suivant la voie de la majorité. Or, la majorité, ce n'est pas la totalité. Et en ce sens, le compromis est inhérent à tout système qui fonctionne sur la voie de la majorité. Alors bien sûr, le système reste à optimiser, autant le système de vote que le système politique lui-même. Et je ne suis pas forcément pour le statu quo si on me propose mieux. Pour autant, dans une démocratie, chaque citoyen doit être prêt à faire quelques concessions,
puisque jamais aucun programme ou aucun candidat ne satisfera tout le monde. Une des idées défendues dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau est d'ailleurs éloquente à ce sujet. Ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l'intérêt commun qui les unit. Car dans cette institution, chacun se soumet nécessairement aux conditions qu'il impose aux autres. Là est l'idée du compromis. On perd un peu de sa liberté naturelle pour être assuré d'une certaine liberté sociale, certes moins importante que la liberté naturelle, mais assurée, ce qui n'est pas le cas de la liberté naturelle, car fonctionnant sur un pacte social avec des droits et des devoirs à respecter. Vouloir vivre en démocratie implique donc forcément d'accepter les contraintes qui vont avec ce système. Par analogie, refuser le système démocratique alors qu'on bénéficie des avantages qu'il nous offre, c'est comme vouloir avoir une voiture sans payer l'essence et l'assurance. Soit on accepte les contraintes qui vont avec, soit on ne prend pas de voiture, soit on roule sans essence et sans assurance, mais c'est pas cool et ça complique les choses. Oui, on peut ne pas accepter le système en l'état. On peut aussi ne pas vouloir faire de choix entre la peste et le choléra. Je l'entends tout à fait. Mais d'après moi, la façon dont le vote blanc a vocation à s'insérer dans les choix des électeurs me semble discutable. En fait, c'est surtout le fait qu'il ne veuille pas dire grand chose de prime abord qui me gêne. Voire pire, le fait qu'il est utilisé, dans de nombreux cas, pour protester contre un système qu'on pourrait, en soi, faire évoluer. Lors de son discours après l'annonce des résultats du premier tour, Mélenchon a dit quelque chose de très intéressant. Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire « Eh bien, on n'y est encore pas arrivé ?» C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci. Pour moi, c'est plutôt sur l'action politique que sur le vote blanc que nous devrions recentrer notre attention. En effet, nous avons la chance d'être dans un système où quasiment n'importe qui peut se présenter aux élections. Il n'est pas nécessaire de venir d'une famille aisée et d'un milieu privilégié pour se présenter aux élections, et de nombreux candidats en sont la preuve. Alors si nous ne sommes pas d'accord avec des candidats qui ont beaucoup d'influence, ou que nous ne sommes pas d'accord avec le système entier, pourquoi ne pas militer? Pourquoi ne pas chercher à convaincre et à rassembler, plutôt que de mettre dans les urnes une enveloppe sans message précis, sans message clair? Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais puisque le système politique nous le permet, pourquoi ne pas tenter? D'ailleurs, je parle ici de candidater aux élections présidentielles, mais ce n'est peut-être même pas nécessaire. Parfois, un simple mouvement qui prend de l'ampleur peut largement amener à des discussions ou des changements qui n'auraient jamais abouti avec de simples scrutins. Et la Révolution française en est la preuve. Alors qu'attendez-vous? Le vote blanc n'est pas encore reconnu, mais vous, personne ne vous empêche de l'être.